Il est 13 heures et je vous remercie d'être au rendez-vous. Je m'appelle Mohib Saïd et je suis votre humble modérateur pour ce webinaire qui porte sur le coronavirus et les médias en Afrique de l'Ouest francophone. Le COVID-19 a déclenché une vague de répression des journalistes en Afrique de l'Ouest. Nombre de journalistes en quête des informations ont été brutalisés par les forces de l'ordre. De mars à avril, la MFW a recensé plus d'une douzaine d'incidents de violations contre des journalistes dans le cadre de reportages sur le coronavirus. Or, pour réussir la lutte contre cette pandémie mondiale, des informations précises et crédibles sont une condition non négociable. Des centaines de journalistes et professionnels des médias ont été licenciés par leurs organes de presse qui souffrent une perte de revenus à cause de la pandémie. Quel dispositif a adopté pour sécuriser les journalistes contre la maladie et les exactions des forces de l'ordre? Quelle stratégie de sortie de crise pour les entreprises des médias? Quelles opportunités présente le coronavirus et comment les exploiter pour assurer la survie des entreprises des médias? Pour répondre à ces questions, examiner le contexte actuel afin de proposer des solutions appropriées. J'ai un panel d'experts très riche. Il s'agit de Madame Amina Niandou du Niger, Yacouba Lajibama du Burkina Faso et Bakary Domingo Mané du Sénégal. Madame et Messieurs, soyez les bienvenus. Merci. Merci. Pardonnez-moi si vous n'avez pas la parole. Veuillez éteindre votre micro. OK, consigne reçue et acceptée. OK. Bon, Madame Amina Niandou est journaliste, experte en communication pour le développement. Elle est directrice de publication du magazine Femmes et Gouvernance, édité par APAC Niger. Elle est aussi membre du Conseil supérieur de la communication du Niger. Yacouba Lajibama est aussi journaliste et rédacteur en chef du journal d'investigation Courrier confidentiel à Ouagadougou, Burkina Faso. Il a été plusieurs fois lauréat du prix de la lutte anticorruption au Burkina Faso et du Grand Prix d'excellence Norbert Zongo du journalisme d'investigation. Monsieur Bakary Domingo Mané est journaliste, formateur et expert en communication. Il est directeur de publication et administrateur du journal en ligne Monde Afrique. Il est aussi vice-président de la Commission nationale de la carte de presse au Sénégal. Soyez les bienvenus encore une fois. Nous avons aussi 22 participants. Je vous invite tous à suivre cette discussion qui s'annonce très riche et très enrichissante. Merci encore pour être au rendez-vous, Madame et Messieurs. Je commence d'abord avec Madame Niandou. Je voulais savoir si les informations concernant la propagation du coronavirus est accessible et disponible aux journalistes au Niger et si les journalistes ont des difficultés à accéder aux informations concernant le coronavirus au Niger. Vous pouvez vous présenter encore une fois s'il y a quelque chose que j'ai manqué, vous pouvez ajouter.
Merci, M. Saïd, de nous avoir donné l'opportunité de participer à ce webinaire, en tout cas riche d'enseignements et surtout d'actualité. Vous avez dit l'essentiel. Je suis présidente également de l'Association des professionnels africains de la communication section du Niger, APAC Niger, qui est une association des femmes de médias au Niger, et nous œuvrons pour le respect de l'équité de genre et de la diversité à travers les médias. Donc, c'est le seul ajout que je vais faire parce que vous avez tout dit. Et en tant qu'experte genre et médias également, je m'intéresse individuellement sur les questions de femmes par les médias et dans les médias également. Donc, pour répondre à ta question, pour le cas du Niger, à première vue, l'information a été disponible parce que le Niger s'est doté d'un comité national de lutte contre la pandémie, et ce comité publie chaque jour les résultats des tests, le nombre de cas qui existent au jour le jour, le nombre de guéris, le nombre de personnes sous traitement, le nombre de décès également. Nous avons tous accès à ce communiqué parce qu'il est public, il est partagé sur les médias d'État et il est partagé également sur les réseaux sociaux, et l'attaché de presse du ministère de la Communication le diffuse également au niveau de tous les organes. Mais malheureusement, l'information pour nous, les hommes de médias, nous, les journalistes, hommes et femmes, ça reste juste à se communiquer. Nous n'avons pas pu, en tout cas, je me suis renseignée assez, nous avons pu avoir 2 journalistes qui ont accédé même au lieu de soins pour pouvoir voir des malades sous traitement ou quelque chose comme ça, ou interviewer, à part les médias d'État, hein, les médias d'État ont eu à interviewer des guéris pour qu'ils partagent leur expérience sur ces soins. Mais pour les médias privés, je ne pense pas. Pour vous dire que il y a, en tout cas, il y a Bon, nous avons perdu Madame Amina Niandou. Allô, Madame? Une certaine censure pour aller en profondeur sur ces questions. Notre communiqué journalier que le comité On entend difficilement Madame Niandou. Je passe à M. Bakari. Allô? Oui. Madame, Désolée, vous êtes revenu? Ok, vous êtes revenu? Oui, Okay. désolée. Hein? Ok. Oui, la connexion, c'est aussi un problème au Niger. Mon pays n'a pas tout le temps la connexion, donc c'est difficile pour nous de participer. C'est un problème qui partage tous les... Oui, en tout cas, on a des soucis de connexion énormes, ce qui rend encore difficile l'exercice de notre métier dans mon pays. Donc, vraiment, sur le plan information, en tout cas, la presse au Niger n'a pas eu accès à faire des grands dossiers sur cette question. Comment sont traités, comment s'est fait peut-être la gestion des fonds, parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui ont contribué à la gestion de la pandémie. Mais jusqu'à présent, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas vu un article de fond qui traite de ces questions-là. L'information sur la pandémie, c'est juste arrêté au niveau du communiqué officiel qui est rendu public chaque jour. Au début de la pandémie, un de nos journalistes même qui a publié sur sa page Facebook pour dire qu'il y a en tout cas une suspicion de cas
le premier cas, une suspicion de cas au Niger. Il a même été interpellé, il a fait à peu près 3 semaines de prison pour ça. Mais Dieu merci, il est relâché. Mais depuis lors, il n'y a pas eu d'interpellation de journalistes par rapport à cette question. Voilà ce que je peux dire par rapport à la disponibilité de l'information. Merci beaucoup, Madame Niandou. Vous voyez que la pandémie a obligé beaucoup des entreprises de médias à revoir leur mode d'opération. On travaille désormais surtout à distance et en ligne avec les problèmes de connexion des réseaux et de l'Internet. Comment est-ce que les médias arrivent à s'adapter à cette situation? Par rapport à cette question, beaucoup de médias en tout cas, ont souffert. Chez nous, les médias étaient obligés d'appliquer une restructuration pour travailler avec un minimum de personnel. Je connais des médias qui ont même réduit à leur staff, des médias audiovisuels qui ont réduit leur staff à 5 personnes par jour pour tourner à cause des restrictions pour pouvoir respecter les gestes barrières et surtout pour faire face à des charges économiques. Parce que le temps de la pandémie, il n'y avait pas d'activité. La précarité de nos organes fait que pratiquement tous les organes tirent leurs ressources, en tout cas pour ce qui concerne mon pays, tirent leurs ressources des couvertures médiatiques, de l'actualité, des activités, des séminaires, des ateliers, en tout cas des prestations provenant des organisations de l'État et autres partenaires. Donc, vu que la pandémie, il y a eu des mesures qui ont été implémentées sur l'interdiction de la tenue d'ateliers, de séminaires, d'attroupements, de cérémonies de mariage, de baptême et autres. Donc, du coup, il n'y avait plus d'activité, donc plus de ressources pour ces organes. Donc, du coup, il y a des charges auxquelles il faut faire face, les charges salariales, les charges de fonctionnement globalement, l'électricité et eau qui sont là. Donc, les médias n'ayant pas de ressources et n'ont pas pu accéder à des financements extérieurs, il n'y a pas eu d'appui. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas vu aucun partenaire appuyer les médias sur ce sens-là. En termes d'équipement de protection contre la pandémie, certains partenaires nous ont accompagnés pour faire face à la pandémie à travers l'attribution de kits de gel hydroalcoolisé et de masques de protection. Donc, cet impact a sincèrement joué sur le fonctionnement des médias. Je connais déjà des gens qui ont commencé à avoir des arriérés de salaire. Et tout ça, ça ne donne pas un bon présage et ça doit nous amener ensemble, on va parler de ça dans les perspectives, ça doit nous amener ensemble à réfléchir sur comment relancer les médias pour tenir à l'après-Covid. Merci, Madame Niandou. Je passe maintenant à M. Laji Bama. Monsieur Bama, dans mes remarques d'ouverture, j'ai fait remarquer qu'il y a eu des brutalités contre les journalistes et que les journalistes ont été arrêtés et certains ont été emprisonnés, comme Madame vient de l'évoquer. Est-ce que chez vous, au Burkina Faso, il y a eu des cas de harcèlement ou d'exactions contre les journalistes dans le cadre des reportages sur le COVID-19? Merci. Merci à tous les participants. Alors, pour répondre à cette question, au Burkina,
À ma connaissance, il n'y a pas eu d'arrestation en tant que telle. Il n'y a pas eu euh, de menaces dirigées contre des journalistes de façon ouverte comme ça. Rose pour les journalistes au Burkina parce que les difficultés n'ont pas manqué. Et notamment, c'est surtout en termes d'accès surtout à l'information. L'information, j'insiste sur le vocat parce que il faut faire le distinguo entre information et communication ici. Et j'entends dire souvent que non, l'information était disponible, on a eu droit à l'information, mais très souvent, ce n'est pas de l'information, c'est de la communication, parce que comme la conseillère du Niger l'a dit, c'est très souvent des communiqués officiels qui sont servis par le gouvernement euh, qui constituent ce qu'on appelle l'information. Ce n'est pas toujours de l'information parce que c'est juste le point de vue du gouvernement, ce que le gouvernement a voulu que les gens sachent qu'il donne. Mais information, c'est ce que le journaliste lui-même va puiser à partir de ses propres moyens, il vérifie et qu'il donne à ses lecteurs ou à ses auditeurs ou en tout cas à ses téléspectateurs. On n'a pas eu du tout droit à ça ici. C'est très souvent ce que le gouvernement a voulu servir, les chiffres que le gouvernement a voulu donner, c'est tout seulement ce à quoi l'opinion a eu droit ici. Donc, voilà un peu la situation qui se présente chez nous. Et la difficulté aussi, ça se décompte aussi au niveau de la distribution, surtout chez nous en presse écrite. La distribution a été mise à mal par cette situation de Covid, notamment beaucoup de journaux et papiers qui n'ont pas pu être acheminés au-delà de Ouagadougou parce qu'il y a eu un moment donné où il y a eu une rupture de la communication en termes de transport et tout ça, bien qu'on ne pouvait plus faire voilà, la distribution en dehors de Ouagadougou. Donc voilà, autant de difficultés auxquelles on a dû faire face. Mais je dis une fois de plus que en termes de sécurité physique, les journalistes, sauf si je fais une omission, je n'ai pas eu connaissance en tout cas de menaces en tant que telle contre les journalistes. Si au niveau physique, il n'y a pas eu des... C'est bon? Oui, si au niveau physique, il n'y a pas eu d'entrave, au niveau judiciaire, quelle est la situation? Est-ce que des lois ont été adoptées, des décrets ont été faits pour, qui pourraient limiter l'accès à l'information, qui pourraient faciliter le travail des journalistes? Alors, à ce niveau, ce que je peux dire, c'est que si on se cantonne à l'espace de temps qu'a duré, ou en tout cas que dure l'intervalle de temps que dure l'arrivée de la COVID au Burkina, c'est-à-dire à partir de mars 2020, on ne peut pas. Oui, c'est cette période. Là, je ne vous entends plus. Oui. Oui. Voilà. Dans cette période, je en demande tout cas, je n'ai pas pu avoir connaissance. Monsieur Bama? Allô? Oui, je demande de savoir s'il y a eu des lois ou des décrets qui ont été adoptés spécifiquement pour régir l'espace médiatique du Burkina dans cette période de coronavirus. Alors, sauf si quelque chose m'a échappé en temps, je n'ai pas eu connaissance en tout cas de lois spécifiques ni de décrets qui ont été en tout cas adoptés pour régir spécifiquement le domaine de la presse. Il y en a eu certainement, mais je pense que surtout dans le domaine de la santé, j'ai eu connaissance de quelques arrêtés, tout ça, notamment dans le traitement des victimes décédées et tout ça. J'ai vu des décrets et des arrêtés ministériels à ce niveau. Mais en termes de presse, dans le domaine de la presse, sauf si j'ai pu manquer d'attention à un moment donné, je n'ai pas eu connaissance de tel décret ni de telle loi.
Mais il est clair qu'il y a eu en tout cas une situation qui prévalait avant, influencer en tout cas le travail des journalistes en temps de Covid. Je vais parler notamment de la législation qui existait déjà. Et souvent, certains acteurs ont voulu souvent abuser, j'avais dit, ou bien en tout cas tricher avec un certain nombre de dispositions légales qui existaient. Je vais parler par exemple de la disposition concernant le secret médical. Ça existait depuis longtemps avant l'arrivée de cette pandémie. On a vu certains acteurs se cacher souvent derrière ce secret médical pour refuser l'information à des journalistes. Et ça, c'est un exemple. Et l'autre entrave, c'est que bien avant cet avènement de la pandémie, il y avait une loi sur l'accès à l'information publique et aux documents administratifs qui avait été adoptée en 2015 sous la transition au Burkina par l'Assemblée, d'alors le CNT. Et cette loi souffre toujours, elle ne peut pas être appliquée parce que le nouveau régime qui a hérité du pouvoir après la transition a refusé totalement de prendre les décrets d'application de cette loi, si bien que la loi ne peut pas être appliquée. Et cette loi aurait pu permettre l'accès à l'information de façon beaucoup plus fluide des journalistes, parce que cette loi fait obligation à tout agent public, à tout responsable de service public, de donner au journaliste qui vient vers lui, et elle va même au-delà du journaliste, à tout citoyen qui vient vers lui pour demander une information publique, en tout cas un document administratif, de la lui donner, ou en tout cas de le lui donner, le document ou l'information. Cette loi fait obligation à ces gens de te donner aux demandeurs. Mais la loi peut être appliquée de façon intégrale parce qu'il y a des aspects qu'il faut en tout cas pouvoir mettre en place à travers un certain nombre de décrets ou en tout cas de tests d'application. Notamment, la loi prévoit qu'on doit mettre en place une autorité nationale de régulation et tout ça, à laquelle le journaliste qui se retrouve devant une situation où on lui refuse l'information doit pouvoir faire un recours devant cette autorité. Et si jamais il n'arrive pas à avoir gain de cause, il peut même rester en justice contre, en tout cas, l'autorité, en tout cas, qui aura refusé de lui donner l'information. Mais ces aspects ne peuvent pas encore être mis en application parce que les décrets qui permettent de mettre en place ces structures-là n'ont jamais été pris par le nouveau gouvernement qui est là, si bien que cette loi souffre toujours. On aurait eu cette loi en situation d'application intégrale. Vraiment, on allait vraiment avancer en termes d'accès, en tout cas de liberté de presse au Burkina. Voilà un peu la situation qui prévaut chez nous. Ok, Monsieur Bama, le Burkina Faso vit actuellement un état d'urgence. Comment est-ce que cet état d'urgence a influencé sur le travail des journalistes en cette période de crise coronavirus? Alors, il faut dire déjà qu'avant même l'avènement du Covid, il y avait certaines parties du pays qui étaient déjà dans cette situation, des parties où il y avait déjà le terrorisme qui régnait et on avait déjà décrété cette situation concernant Maintenant, avec la pandémie, ça s'est un peu accentué, et notamment au niveau de la capitale Ouagadougou, où à un moment donné, il y a eu un couvre-feu qui a été décrété par le gouvernement. Au début, c'était de 19h à 5h du matin et ça a été allégé par la suite de 21h à 4h du matin. Dieu merci, ce n'est que hier soir que ce couvre-feu a pris fin. On a dû l'abroger. La disposition qui avait institué ce couvre-feu a été en tout cas levée, en tout cas pour ce qui concerne le Covid. Mais avant le Covid, il y avait déjà, comme je l'ai dit, un couvre-feu qui était décrété dans un certain nombre de régions du pays qui étaient en tout cas sous la menace terroriste. À ce niveau, le couvre-feu demeure. Mais le couvre-feu qui était instauré dans le cadre de la lutte contre la Covid, souvent, je n'arrive pas à dire le Covid ou la Covid parce que finalement, on se perd dans cette histoire. Entre nous, on fallait dire la Covid désormais, alors qu'on était déjà habitué à le Covid. Donc, souvent, on se retrouve piégé. Donc, vous m'excuserez pour ces distractions. Alors, donc, quand ce couvre-feu avait été instauré,
et ça avait beaucoup rendu la situation des journalistes difficile en termes de recherche d'informations, surtout pour ce qui est de la nuit. Parce que quand on dit à couvre-feu, la nuit, personne ne sort. Et tout ce qui se passe dans la nuit, ça veut dire que personne ne peut y avoir accès. Mais Dieu merci, et les journalistes ont pu obtenir du gouvernement qu'on puisse permettre en tout cas, il a été permis en tout cas à tous les journalistes qui le voulaient de pouvoir avoir ce qu'on appelle des laissez-passer pour pouvoir circuler même de nuit en temps de couvre-feu. Donc, je crois que tous ceux qui le voulaient sont allés au niveau de la gendarmerie nationale et on a pu leur délivrer ces laissez-passer-là. Et quand tu sortais la nuit, que les forces de l'ordre qui étaient chargées de veiller à l'application de ce couvre-feu-là te prenaient, il suffisait de sortir de ce document, leur présenter et puis on te laissait continuer. Alors, donc, voilà un peu ce qui a en tout cas permis de pouvoir juguler cette situation voilà, particulière au niveau des journalistes. Merci beaucoup, M. Bama. Je passe maintenant à M. Domingo. Monsieur Domingo, quelle est la situation au Sénégal par rapport aux attaques contre les journalistes, le harcèlement, les menaces contre les journalistes? Et puis, en tant que rédacteur en chef d'un journal, comment est-ce que vous, les propriétaires, comment est-ce que vous accompagnez les journalistes dans leur travail de reportage sur le coronavirus, sur le plan physique et puis sur le plan sanitaire? Allô, Monsieur Bakari? Monsieur Mané? Il a refusé d'activer son micro apparemment. J'avais fermé le micro. Oui. Voilà, maintenant ça va? Oui, ça va. Ok, très bien. Donc, je disais que voilà, je remercie et félicite mes deux confrères de Burkina et du Niger. Voilà, pour ce qui est de la situation au Sénégal, je pense que j'avais fait allusion tout de suite aux différentes agressions dont les journalistes sénégalais ont fait l'objet. Parce que vous savez, avec le couvre-feu d'abord, il était interdit vraiment de circuler à certaines heures. Néanmoins, les journalistes sénégalais ont bénéficié voilà quoi, donc, d'un document qui leur permet de circuler dans la nuit. Mais malgré tout cela, il est arrivé que des journalistes soient brutalisés par des forces de l'ordre. C'est arrivé à Touba, où les éléments d'une télévision lampe phare, n'est-ce pas, ont été bastonnés par un policier. Hein, voilà, donc le syndicat des journalistes du Sénégal s'en est offusqué et avait même décidé de porter plainte. Hein, voilà, donc, et l'administration policière avait même pris l'engagement de sanctionner le policier en question parce que les confrères avaient exhibé quand même, disons, ce document-là qui leur permet vraiment de circuler. Et mais malgré tout, voilà, le policier a fait ce qu'il a voulu. Mais finalement, c'est les confrères eux-mêmes, n'est-ce pas, qui ont retiré la plainte. Donc, ils ont dit que ce n'est pas la peine. On comprend un peu l'esprit parce qu'il s'agit de Touba. Et Touba, c'est vraiment une ville religieuse. C'est ceux qui connaissent un peu la réalité sociologique, n'est-ce pas, du Sénégal. Donc, finalement, ils ont décidé eux-mêmes de retirer la plainte. Il y a de cela 2 jours, la station de RFM, hein, donc c'est une des radios qui appartient à Youssou N'Dour, hein, donc c'est le groupe GFM. Donc la station RFM de Mbaké. Mbaké se trouve à quelques kilomètres, n'est-ce pas, de Touba, hein, donc a fait l'objet d'attaques parce que des jeunes et des, disons, transporteurs ont manifesté, ont fait des émeutes la nuit, pour demander qu'on lève carrément les mesures relativement au couvre-feu, hein, et à l'état d'urgence. Donc, c'est pendant ces émeutes-là que des manifestants se sont pris vraiment à la station de radio de RFM Mbaké. Heureusement qu'il n'y a pas de blessés parmi les journalistes, mais il y a eu des dégâts matériels. Et d'ailleurs, pour ce qui est vraiment de mes confrères de RFM, ils ont même déposé une plainte contre X. Hein, donc ça aussi, c'est une agression. Donc, il y a d'autres journalistes à Saint-Louis, hein, qui ont été arrêtés
malgré le fait qu'ils détenaient et ils tenaient par devers eux, disons, ce document qui leur permettait, n'est-ce pas, de circuler. Et, dans un quartier de Dakar qu'on appelle Dieuppeul, hein, donc des journalistes, n'est-ce pas, des e-médias, e-radio, pardon, ont été pris à partie. Il y a aussi, que ceux qui connaissent Dakar, avec la gendarmerie qui se trouve au niveau de la foire. Donc là aussi, des confrères ont été interpellés, notamment on les a amenés à la brigade de la gendarmerie. Il a fallu que les SYNPICS interviennent, n'est-ce pas, pour qu'on les libère. Alors on peut se demander, mais pourquoi, alors qu'ils ont, disons, ces documents-là, pourquoi alors les policiers les arrêtent la nuit alors qu'ils sont en exercice? Voilà. Et la réponse est très simple. Parce qu'entre-temps, le ministre de l'Intérieur a pris vraiment un certain nombre de décrets. C'est-à-dire qu'il y a un décret qui prend aujourd'hui, 2 jours après, il prend un autre décret qui va, disons, contredire, disons, le premier décret. Finalement, les forces de l'ordre qui sont sur le terrain sont perdues. Parce qu'à un moment donné, on leur dit non, vos documents ne sont plus valables. Parce que le décret est sorti, les documents ne sont plus valables. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, bref, donc je pense que la confusion est vraiment se situe au niveau des autorités étatiques. Donc voilà. Donc il y a aussi un cas d'agression à Arfisque. Hein, donc c'est un journaliste, le directeur de publication d'un journal qui s'appelle Wa Grand Place, hein, bon, qui a bouclé la nuit. Il a quitté parce qu'il marchait dans les rues comme cela, parce qu'il n'est pas véhiculé et tout, notamment vers les coups de 1h du matin. Voilà, il a été pris à partie, hein, par des individus, n'est-ce pas, qui l'ont tabassé. Voilà, lui aussi a porté plainte parce qu'il a voilà, une indisposibilité de 15 jours. Donc voilà. Donc, les journalistes, pendant cette période, vraiment ne sont pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri parce que, comme je l'ai dit, tout le monde ne fait pas du télétravail. Certains en font, mais il y a toujours des membres de la rédaction qui sont obligés de venir dans les rédactions, travailler et ensuite retourner tard le soir. Donc, souvent, ces gens-là tombent souvent sur des patrouilles, n'est-ce pas, de policiers ou de gendarmes. Et malheureusement, certaines forces de l'ordre ne font pas preuve de compréhension. Voilà, donc ils n'hésitent pas à brutaliser, n'est-ce pas, les confrères. Donc voilà ce que je peux dire vraiment concernant les agressions et la sécurité des journalistes ici. Oui, par rapport aux appuis que les propriétaires des journaux ou des entreprises de médias, voilà, ont apporté aux journalistes. Alors, c'est ça. D'abord, par rapport aux entreprises, parce que j'ai dit, il y a au-delà de cette question, ou du moins cette question de sécurité des journalistes, hein, voilà, laisse traîner une autre question, c'est la précarité. On sait que déjà, les journalistes sont dans une précarité telle que, voilà, donc tout le monde est au courant de cela, tous les pays vivent la même réalité, y compris le Sénégal. Donc, avec ce Covid-là, les choses se sont corsées encore. Voilà, au niveau des entreprises de presse, des mesures de sécurité, n'est-ce pas, sont prises dans les entreprises. Donc, des entreprises ont eux-mêmes acheté, n'est-ce pas, des thermoflash. Donc, chaque fois qu'un confrère arrive dans la rédaction, donc on le fait passer, on vérifie sa température. Donc, ce matériel-là, c'est l'entreprise de presse, n'est-ce pas, qui l'achète. Donc, les gels hydroalcooliques aussi, et y compris même la distanciation physique, disons, dans les lieux de travail. Donc, ces mesures-là ont été prises et ça a un coût. Parce que, voilà, ça a un coût. Le coût aussi, on peut en parler concernant, n'est-ce pas, le matériel de reportage. Par exemple, les masques. Hein, donc, les masques ont été achetés par l'entreprise elle-même. Et ensuite, les perches. Hein, les perches, il fallait acheter des perches pour des télévisions parce que c'est pour éviter, hein, disons, que quelqu'un puisse voilà, faire passer des gouttelettes comme ça dans le micro. Donc, il fallait avoir des perches vraiment pour respecter la distanciation. Donc, ça, c'est des coûts en plus. Donc, c'est des radios et des télévisions, n'est-ce pas, qui étaient obligés d'acheter tout cela. Maintenant, certaines où la plupart des rédactions assurent le ramassage, n'est-ce pas, des confrères.
C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition de ses confrères des véhicules qui vont les prendre chez eux et les emmener au lieu de travail. Après le bouclage, ce sont ces mêmes véhicules, n'est-ce pas, du patron, pardon, de l'entreprise, qui vont reprendre, n'est-ce pas, les confrères et les ramener, n'est-ce pas, chez eux. Donc, ça règle en même temps la question de la sécurité en ce moment-là. Voilà, donc ça aussi, des entreprises, voilà, donc on maintenu cela, même si cela s'est fait à partir d'un personnel très réduit, hein, comme je l'ai dit, parce que l'essentiel du personnel reste à la maison, voilà quoi, donc et fait du télétravail. L'autre aspect sur lequel je voulais attirer votre attention aussi, parce que quand j'ai travaillé, j'ai interrogé le responsable du patronat de presse, il me dit, est-ce que vous savez qu'il y a des Sénégalais qui n'achètent plus le journal parce que simplement pour eux, le journal est contaminé, le journal papier est contaminé. Donc, ils ont peur d'acheter même le journal parce que c'est contaminé par le coronavirus. Donc, ça réduit, voilà, on peut croire comme on peut ne pas croire, mais dans tous les cas, c'est une réalité ici. Les gens n'achètent plus le journal, ils se contentent de lire le journal à travers Internet parce qu'ils ont peur, n'est-ce pas, de choper un peu, disons, le virus. Maintenant, le patronat de presse est en train de travailler sur un plan d'urgence, n'est-ce pas, un plan d'urgence pour demander à l'État du Sénégal de venir en aide. Parce que là, on ne tient plus. Vous savez, le président de la République, je vais le dire, a pris une loi, a bénéficié d'une loi d'habilitation au Sénégal. C'est-à-dire que pendant cette période de la COVID-19, il peut prendre n'importe quelle décision sur ordonnance. Ça, c'est l'Assemblée qui a voté cette loi parce que nous sommes en procédure d'urgence. C'est-à-dire que finalement, les lois concernant les marchés et tout cela, on met de côté. Donc, c'est le président qui gouverne avec des ordonnances. Donc, il a sorti une ordonnance en avril demandant aux chefs d'entreprise de ne pas licencier le personnel des entreprises. Donc, les journalistes aussi ont bénéficié de cette mesure. Donc, aucun journaliste ne peut être licencié pendant cette période. Et on a demandé qu'on assure vraiment les salaires, même si aujourd'hui les gens travaillent à perte, mais le patron est obligé de payer les salaires minimum à 70%. Voilà, minimum à 70%. Alors pour le patronat, c'est un manque à gagner, parce qu'ils auraient pu peut-être se passer d'une partie du personnel parce que le contexte s'y prête, mais malheureusement, cette ordonnance les oblige vraiment à garder le personnel et ce sont des charges en plus. Voilà, c'est pourquoi donc le patronat de presse est en train de travailler sur un plan d'urgence qu'ils vont soumettre, disons, à l'État du Sénégal, parce que l'État du Sénégal a mis en place, disons, un fonds de riposte contre la COVID-19 d'un montant de 100 000, d'un montant de 1000 milliards de francs CFA, un montant de 1000 milliards de francs CFA. Donc, ce montant-là, les patrons de presse aussi veulent en bénéficier, comme a bénéficié certains secteurs comme le tourisme et consorts, parce que c'est un secteur qui est impacté comme tous les secteurs. Donc, ils sont en train de travailler sur ce plan d'urgence qu'ils vont soumettre bientôt, disons, à l'État du Sénégal pour qu'on puisse leur donner dans le fonds réservé à la riposte, n'est-ce pas, contre la COVID-19, qu'ils puissent, n'est-ce pas, aussi en bénéficier. Voilà, sur le plan économique, hein, et voilà quoi, donc les mesures et les surcoûts, n'est-ce pas, que cette lutte contre la COVID-19 a généré. Merci, M. Domingo, pour cette intervention. Monsieur Ladjibama. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas si on va évoquer la question de la liberté quand même. Oui. La question, parce que tu ne m'as pas interpellé sur ça. Alors que pour moi, vraiment, c'est important. Au Sénégal, ici, comment nous vivons ça? Okay. Hein, la restriction, okay. Est-ce que je peux me prononcer sur ça? J'y reviendrai. Je peux? Non, je reviendrai vers vous dans un instant. Ah, d'accord, ok, très bien. Okay. Monsieur Bama. Allô? Oui, Monsieur Domingo Mané évoquait
situation difficile, la situation économique très difficile dans laquelle les médias opèrent en ce moment. En tant que patron de presse, que direz-vous sur ce sujet et quel apport le gouvernement burkinabé a-t-il consenti aux entreprises des médias? Alors, déjà, je dois rectifier que je ne suis pas patron de presse. OK. Malheureusement, je ne suis que chef d'un journal. C'est vrai que, bon, je suis un peu dans la direction du journal, mais je n'ai pas, en tout cas, en charge ces aspects-là, notamment ce qui est souvent en passant qu'il y a eu en tout cas des démarches, en tout cas dans ce sens-là, pour voir comment est-ce que les Allô? Pas à ces rencontres ou en tout cas ces démarches qui ont pu avoir lieu, que si au fil oui, alors les patrons de presse, des mesures en sorte certainement elles seront portées à nos connaissances. Mais pour le moment, je n'ai pas encore connaissance d'une mesure particulière. En temps, il y a eu beaucoup de mesures que le chef d'État a prises lors d'un discours qu'il a prononcé à un certain moment donné de la lutte, où il a en tout cas essayé de contenter tout le monde. Mais c'était des mesures genre, quand on a fermé les marchés de Ouagadougou, on avait dit à un moment donné aux commerçants dont on a fermé le marché, et les étals et tout ça devaient rester chez eux et puis devaient recevoir une allocation de survie, ce qui n'a jamais été, en tout cas à ma connaissance, et opérationnalisé parce que je ne suis pas sûr qu'un seul commerçant ait pu recevoir un seul COPEC pour survivre dans cette période-là. Donc, c'était en tout cas des mesures vraiment, en son temps, nous avons en tout cas critiqué, qui n'étaient pas assez bien réfléchies, qui n'étaient pas adaptées à notre contexte et qui sont passées en tout cas sans véritable impact sur la situation. Et d'ailleurs, certaines de ces mesures ont été en tout cas oubliées très vite sans avoir en tout cas pu produire les effets qu'on escomptait à travers leur instauration, notamment la fermeture des marchés, la fermeture des lieux de culte et tout ça. Et le gouvernement n'a pas pu les tenir dans le temps parce qu'à un moment donné, les acteurs ont dû manifester pour qu'on puisse les rouvrir, notamment les marchés et puis les lieux de culte. Donc, c'est pour vous dire que les mesures qui ont été prises dans cette lutte-là de façon générale et n'ont pas été des mesures qui ont vraiment impacté sur la situation. Et il en va de même pour ce qui concerne la presse. Et du reste, où moi, je n'ai pas, en tout cas, pu remarquer une mesure particulière et qui était vraiment focus presse, qui était vraiment orientée pour soulager, en tout cas, les conditions de travail et de vie des médias, y compris leurs acteurs, les journalistes notamment. Je n'en ai pas vu véritablement. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, en écoutant certains patrons, il était question de réflexion en cours et de contact avec le ministère de la Communication pour voir dans quelle mesure on pouvait, en tout cas, trouver en tout cas, des voies et moyens pour alléger la situation au niveau des médias. Voilà un peu. Madame Niandou. Oui, oui. Oui, toujours sur la question de l'appui de l'État aux médias. On sait qu'à travers le monde, le gouvernement a établi des budgets pour relancer l'économie, pour
aider à assurer que la maladie soit, que la lutte contre la maladie soit un succès. Est-ce que les entreprises des médias ont été prises en compte dans la distribution de ces budgets au Niger? Un fonds de riposte contre la pandémie, mais spécifiquement ce fonds, je ne pense pas que ce fonds-là ait pris en compte les médias. Il y a eu des mesures d'accompagnement des effets Allô? Allô, Madame Niandou? Allô? Allô, désolé, hein? Oui. C'est toujours la connexion. Oui, Donc, oui. je disais qu'il y a eu des mesures d'accompagnement pour réduire l'impact économique de la pandémie sur les entreprises. Il y a eu le secteur hôtelier qui a été pris en compte, mais je ne me souviens pas qu'il y ait des mesures spécifiques pour les PME, petites et moyennes entreprises, parce que les médias sont des entreprises de presse. Donc, logiquement, s'il y a des mesures d'accompagnement pour les PME, les médias doivent en bénéficier. Les entreprises de presse doivent en bénéficier. Mais il n'y a pas de spécificité, en tout cas dans les mesures qui ont été dites par le président de la République en Conseil de ministres, par message à la nation. Je ne me rappelle pas avoir entendu le secteur média. Prenons juste l'exemple. Le gouvernement est en train de faire, il y a eu des dons de masques de protection dans des communautés par certaines organisations. Nous, on a eu des partenaires qui nous ont accompagnés, les médias du Niger qui nous ont accompagnés, mais c'est faible. Les dons que nous avons reçus, c'est très faible. Nous nous attendions à ce que les médias soient accompagnés par l'État. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de procédure d'urgence. Comme l'a dit M. Bakari, il est grand temps que nous-mêmes, en tant que médias, que nous réfléchissions à un plan d'urgence que nous pouvons proposer au gouvernement. Même si le gouvernement n'a pas eu l'idée, je pense que c'est à nous, acteurs du secteur, de réfléchir à ce plan d'urgence parce qu'il est nécessaire. Pour moi, l'accompagnement économique ne s'arrête pas juste à ces questions de kits, de gel hydroalcoolisé, tout ça. C'est vrai que ça a un coût parce que les dons qu'on nous donne, peut-être ça peut suffire juste pour quelques jours parce que c'est une affaire de continuité, c'est une affaire de dépenses dans la durée. Donc, il faudrait vraiment réfléchir à ça. En tout cas, spécifiquement au Niger, je n'ai pas connaissance. Je sais qu'à un moment donné, la commission communication a demandé que les organes amènent un peu de, comment on appelle ça, qu'ils essaient d'apporter des factures de couverture médiatique. Je me demande qu'est-ce que ça peut. C'est vraiment une goutte d'eau dans une mare, comme on dit. Ça, pour moi, ça ne peut pas changer la situation économique des médias. Si les médias donnent des factures de maximum 2 millions, ça ne va pas suffire. Alors que le fonds
Initialement, le fonds a été budgétisé à plus de 600 milliards de francs, le fonds de riposte. Il faudrait vraiment que nos États pensent à comment aider les organes à travers ce fonds et à travers aussi d'autres mesures, par exemple, comme ils ont fait dans le secteur hôtelier, l'allègement des impôts, l'allègement sur la fiscalité et une mesure comme celle qui a été prise au Sénégal serait la bienvenue pour empêcher les organes de procéder à des licenciements faute de moyens pour prendre en charge la masse salariale. Aujourd'hui, nous, si les médias sont amenés à procéder à des licenciements, ce sont les femmes de médias qui vont en pâtir le plus. Parce que dans le secteur, on considère que les femmes sont à faible rendement. Donc, je me mets à la place des patrons de presse. Aujourd'hui, s'il y aura des licenciements, je suis sûre qu'on va commencer par les femmes. Et pour nous, c'est pour ça que nous, femmes de médias, on s'intéresse à ce plan d'urgence-là et que nous avons toujours en tout cas appelé les autres acteurs, les autres organisations socio-professionnelles pour que nous puissions, à travers la fêtière qui est la maison de la presse, nous puissions échanger et mettre en place un plan d'urgence. Déjà, le 3 mai passé, la maison de la presse a fait une déclaration pour attirer l'attention et de l'État et des autres partenaires sur la situation des médias, notamment face à la maladie, au risque de contamination. Heureusement même qu'on n'a pas de texte. Le test de possibilité de la maladie n'est pas systématique. Sinon, je suis sûre qu'on allait retrouver beaucoup de cas dans les médias parce que nous sommes en contact. Et comme l'a dit Bakary, les médias doivent payer des perches, machin. Chez nous, ce n'est pas le cas. Déjà, la précarité est là. S'il faut faire des cours supplémentaires, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Merci, madame. Je pense que cette crise présente aussi des opportunités. En premier lieu, la réponse contre cette pandémie passe par la sensibilisation, l'éducation et l'information dans les médias. Est-ce que le gouvernement n'achète pas des spots médiatiques pour cela ou est-ce que vous concevez des spots médiatiques et vous consentez à titre gracieux votre service au gouvernement? Justement, c'est dans le cadre de cette campagne médiatique que j'avais dit que les organes ont été invités à présenter des factures. Je me dis que c'est une prestation ponctuelle. C'est bien, mais pour moi, ça ne suffit pas pour accompagner les médias à survivre. C'est fait. Le Comité national de la communication pour la riposte a procédé comme ça. Ils ont fait des spots, ils ont fait des affiches, il y a plein dans la ville, tout ça sur le respect des gestes barrières et autres. Mais pour moi, ces recettes ne suffisent pas. Ça ne suffit pas. On doit aller au-delà des factures à payer. On doit aller au-delà. L'État doit accompagner les organes. Les médias publics, les médias privés, tout le monde a besoin d'un accompagnement étatique. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'on se mette ensemble, organisations socio-professionnelles, du secteur, patronat, journalistes, tout le monde, le ministère de la Communication, le ministère des Finances, qu'on se mette ensemble pour discuter et faire vraiment un plan d'urgence pour la survie des médias. Je suis d'accord avec vous. Il est d'urgence que les parties prenantes du secteur des médias s'engagent pour voir comment relancer l'entreprise des médias parce que post-COVID-19, il y a beaucoup de travail à faire, travail de suivi des budgets qui ont été
consenti pour la riposte et aussi le travail d'assurer à ce que les mesures et les lois d'urgence qui ont été prises dans cette période ne sont pas maintenues parce que les lois ont été conçues pour faire face à cette crise. Et une fois la crise est passée, je pense qu'il est très important que les médias interpellent le gouvernement à revenir sur toutes ces mesures et toutes ces lois d'urgence. Et le média ne peut pas mener à bien ce travail dans cette précarité. Monsieur Mané. Oui, Monsieur Mané, vous voulez intervenir par rapport à la liberté de presse? Oui. Oui. Allez. Oui, par rapport à la liberté de presse, permettez-moi juste de placer un mot concernant la situation économique des médias. Par exemple, au Sénégal, ici, toutes les entreprises de presse, y compris les entreprises de presse, ont bénéficié de ce qu'on appelle une amnistie fiscale. Il y a une période donc, que le gouvernement a donnée. Pendant cette période-là, évidemment, les médias ne paieront pas, n'est-ce pas, de taxes. Par exemple, je sais que la plupart des publicités, pour être payées par le gouvernement, on exigeait des médias ce qu'on appelle le quitus fiscal. Donc, il y a une période vraiment qu'on a donnée aux médias. Pendant cette période-là, évidemment, voilà, donc ils ont bénéficié vraiment de cette amnistie fiscale. Donc, il y a aussi que au-delà de ce plan d'urgence sur lequel le patronat est en train de travailler, ici au Sénégal, cette année, nous avons bénéficié du doublement de l'aide à la presse. L'aide à la presse était évaluée à 700 millions, mais cette année, l'aide est passée de 700 millions à 1 milliard 400 millions. Donc, ça a été doublé par le chef de l'État qui a pris en charge vraiment la réalité des médias pendant cette période de Covid-19. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi le patronat est en train de réfléchir aujourd'hui sur un plan d'urgence, vraiment pour que les entreprises de presse puissent sortir la tête de l'eau. C'est ce que je voulais préciser. Maintenant, pour ce qui est vraiment de la liberté, les restrictions de liberté. Vous savez, nous au Sénégal, ce qui s'est passé, au-delà de la loi d'habilitation qui permet au chef de l'État aujourd'hui de prendre des ordonnances voilà, dans des situations d'urgence, voilà, il en a déjà pris au moins 3 ordonnances, parmi lesquelles vraiment, voilà, il ne faut pas licencier de travailleurs. Il y a que le chef de l'État avait commencé, disons, à gérer cette crise, vraiment en créant les conditions d'une unité nationale, en convoquant, en demandant, disons, même aux opposants vraiment de s'entendre autour de l'essentiel. Même les patrons de presse, les associés, les représentants des associations de presse sont allés au Palais de la République. Donc, le chef de l'État les a rencontrés et a demandé vraiment aux acteurs des médias de l'accompagner vraiment dans la gestion ou dans la riposte contre le Covid-19. Donc, on comprend déjà que les journalistes sénégalais soient dans une logique un peu voilà, de fibre patriotique, donc en se contentant, comme l'a dit ma consoeur, n'est-ce pas, du Niger, de l'information officielle. Donc, c'est les fameux points quotidiens où on donne les statistiques de personnes, nombre de personnes testées, nombre de personnes pas, contaminées, nombre de morts et consorts. Tous les jours, vraiment, la presse relaie cette information-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il s'agit, de mon point de vue, c'est l'analyse que j'en fais, il s'agit d'une information sanitaire. Or, la plupart des journalistes sénégalais ne sont pas des spécialistes en santé. Parce que même s'ils ont cette information-là, est-ce qu'ils peuvent aller plus loin parce que simplement ils n'ont pas les études intellectuelles pour y arriver? Ça aussi, c'est une question. Deuxièmement, le coronavirus
touche aussi bien le citoyen lambda, n'est-ce pas, que le journaliste. Donc, à un moment donné, il est juge et partie en même temps. C'est-à-dire qu'il observe au phénomène, mais lui-même s'observe à travers le phénomène, n'est-ce pas, qu'il observe. Donc, on peut comprendre à un moment donné que le journaliste ne puisse pas avoir ce détachement nécessaire vraiment que lui impose l'éthique, n'est-ce pas, et la déontologie. Mais au Sénégal, il y a un bémol. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on soit dans une situation particulière, le journaliste n'a pas perdu ce côté un peu subversif, n'est-ce pas, de notre métier. Je donne un exemple. Lorsqu'il s'est agi de mobiliser des vivres pour les populations démunies, le président de la République a confié cette mission à son beau-frère, c'est-à-dire que c'est le grand frère à la première dame du Sénégal. Alors, cette histoire a fait grand bruit parce qu'il y a eu des soupçons vraiment de favoritisme dans l'attribution des marchés. On s'est trouvé dans une situation un peu cocasse parce que une personne, il s'appelle, c'est le patron de Planète Kebab, n'est-ce pas, qui a deux sociétés. L'une des sociétés s'appelle, Avanti SAR, l'autre s'appelle Afrique Co. Et il se trouve que ce sont ces deux, n'est-ce pas, sociétés-là qui appartiennent à une seule personne qui ont bénéficié de deux commandes importantes. La première commande, c'est de 9 milliards 627 millions. La seconde commande, c'est de 8 milliards 250 millions. Alors là, vraiment, la presse sénégalaise a crié au scandale. On a posé la question au ministre, mais comment se fait-il qu'une seule personne puisse bénéficier vraiment de tout ça? Donc, il n'était pas en mesure vraiment de répondre à la question-là. Hein, les journalistes, le lendemain de la conférence de presse, vraiment du beau-frère du président de la République, je vous donne un aspect de quelques titres de une, simplement, sans entrer dans les détails. Par exemple, il y a un journal qui s'appelle Source A, qui titre à la une, Mansour Faye, il s'appelle Mansour Faye parce que c'est le frère, c'est le grand frère à la première dame du Sénégal. Mansour Faye s'écroule sur le tchèp. Le tchèp, en wolof, ça veut dire le riz. S'écroule sur le riz. Hein, ça, c'est la une, n'est-ce pas, de Source A. Voilà, donc, avec quelques mots comme cela, pour vous montrer la liberté de ton, vraiment, des journalistes, malgré le fait qu'on soit en plein cœur, n'est-ce pas, du coronavirus. Voilà ce que écrit le confrère. En se débattant au milieu des sacs de riz, de Diopsi, écrit le journal, le ministre a parfois servi des explications tirées sur les cheveux, et du genre, je ne sais pas pourquoi l'entreprise ne se trouve pas, n'est-ce pas, dans le fichier de l'APIX. Parce qu'on a dit que les entreprises bénéficiaires, il y a l'une des entreprises qui ne figure même pas sur le fichier de l'APIX. Or, c'est l'APIX, n'est-ce pas, qui recense les différentes entreprises au Sénégal. Il y a un autre journal qui s'appelle, disons, l'AS, qui a titré, au lendemain de la conférence du beau-frère, n'est-ce pas, du président, excédé par la polémique autour des marchés des vivres, Mansour Faye ne rit plus. Ne rit plus, c'est-à-dire que ça, c'est un jeu de mots. Donc, c'est le riz encore qui revient à ce niveau-là. Donc, Mansour Faye en clair obscur. Hein, donc, ça aussi, c'est Sud Quotidien qui titre ça. Hein, donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier aspect pour vous demander, pour vous dire que le journaliste sénégalais, malgré tout, ont conservé la liberté de ton. Il y a eu des embrouilles ou supposé embrouille entre le ministre de la Santé et de l'Action sociale et le professeur Seydi. Le professeur Seydi, c'est le chef des services des maladies infectieuses, n'est-ce pas, de Fann, de l'hôpital Fann. Donc, c'est lui le patron, voilà. À un moment donné, voilà, donc il y a eu des embrouilles parce que simplement le professeur Seydi est allé à Ziguinchor, au sud du pays, où il a déploré le manque de matériel dans le service de réanimation. Cette sortie n'a pas plu au ministre, n'est-ce pas, qui est sur une logique carrément politicienne. Hein, voilà, donc il y a eu des embrouilles et la presse s'est saisie vraiment de ce conflit-là, mais en prenant parti, n'est-ce pas, pour le professeur, en disant que le professeur a dit la vérité dans cette affaire, donc on ne voit pas pourquoi le ministre, bref, donc voilà. Et ensuite, le 11 mai, je termine là pour illustrer encore la liberté de ton vraiment des journalistes du Sénégal, malgré le fait qu'on soit vraiment pendant cette période, dans une période particulière, le président de la République a fait un discours pour prendre des mesures d'allègement, hein, alléger les mesures qu'il a déjà prises.
Hein, donc, mais quand vous voyez les unes des journaux le lendemain, je pense qu'il y a une certaine frustration de la part des journalistes. D'abord, le quotidien titre Macky Sall jette le masque. L'autre tribune va titrer Macky Sall cède à la pression. OK? Walfadjri, retour manqué, risqué vers la normale. Voilà ce que Source a écrit. Ayant pris peur du vent d'insurrection qui souffle dans certains foyers religieux, comme Touba, Medina Gounass, Léona Niassène, qui ont décidé de prier au forceps dans les mosquées, l'État s'est mis en mode couché. Voilà, le témoin écrit à la une, le général Macky capitule en rase campagne. Hein, voilà, Sud Quotidien écrit, Macky Sall garde le Covid en résidence surveillée. Voilà, l'enquête est titre, l'État tourne Kassak. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, ce n'est pas parce que nous sommes vraiment en période particulière que les journalistes vraiment ont perdu la liberté de ton. Non, je pense que quelque part aussi, nous avons conservé cette liberté de ton parce que c'est ça qui fait un peu la particularité de la presse sénégalaise. Quoi qu'on dise, voilà, on exerce notre liberté, même si c'est velléité, n'est-ce pas, de la part du gouvernement, disons, de limiter nos actions. Et ce que je vais dire à ce niveau-là, le ministère, par exemple, de la santé et de l'action sociale a même donné une petite aide à certains patrons de presse pour avoir leur soutien dans la lutte contre le COVID, contre la COVID-19. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut relever. Ce n'est pas tous les patrons de presse qui ont reçu cette aide, c'est certains simplement. Et c'est le ministère lui-même qui a fait la sélection et a donné cet argent, n'est-ce pas, aux patrons de presse. Et deuxièmement, les entreprises aussi, à titre gracieux, donc font passer des publicités dans les journaux, au niveau des radios, sans bourse déliée, quoi. Donc c'est ça aussi la participation des confrères. C'est pourquoi d'ailleurs, ils demandent qu'ils puissent bénéficier au même titre que le secteur du tourisme, n'est-ce pas, de l'aide concernant les 1000 milliards que le président a dégagés pour venir en aide un peu aux entreprises impactées par le coronavirus. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, merci, M. Mani. OK. Il y a une question ici. Oui. Mais c'est une question pour l'Adibama. Je ne sais pas s'il est habilité à répondre à cette question. Voilà. Ça vient d'un participant anonyme. Voilà. Il dit, salut cher, juste une question pour l'Adibama. Pourquoi malgré la mobilisation de plusieurs centaines de milliards pour lutter contre le COVID-19, le personnel soignant a tout mal à rentrer en possession de leur prime de motivation? Monsieur Bama? OK. Oui, merci. Effectivement, j'ai noté la question du participant. Alors, je me demande si je suis la bonne personne pour répondre à cette question. Il aurait fallu peut-être les acteurs de la lutte au niveau ministériel, parce qu'il faut savoir qu'il y a un comité national de riposte qui a été mis en place depuis que la pandémie est arrivée au Burkina. Je pense que c'est eux qui sont très bien placés pour répondre à la question. Mais déjà, ce que je peux relever dans cette question, c'est que je me demande si l'auteur de la question a la bonne information ou est très bien informé, parce que je ne suis pas sûr que des milliards sont vraiment mobilisés. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un plan de riposte qui a été élaboré, budgétisé, chiffré. En tout cas, les chiffres ont fait, en tout cas, on donné le tournis dans leur évolution. Au début, on a vu un plan qui était chiffré, je crois, 80 milliards, si je me trompe, et après qui a évolué, qui allait à 177 milliards. Mais je crois que tout ça, ça reste toujours dans l'ordre des chiffres, des chiffres sur papier. Je ne suis pas sûr que cet argent est vraiment
mobilisé par le gouvernement ou en tout cas par ce comité-là qui est chargé de coordonner cette lutte. C'est les chiffres qui ont été donnés. Je sais que dedans, il est prévu, par exemple, 1 milliard pour la presse, comme je vous l'ai dit tantôt. Nous, sauf si nos patrons, en tout cas, ne nous ont pas encore dit toute la vérité. Nous, en tout cas, au niveau de la presse, on n'a pas encore vu quelque chose à ce niveau. Donc, j'imagine que c'est la même chose aussi pour tout ce qui est des acteurs au niveau santé, à tous les autres niveaux, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans cette liste-là. Le gouvernement a fait sa communication à travers son plan. Maintenant, la mise en œuvre de ce plan doit être certainement une autre paire de manches qui n'est pas forcément, en tout cas, acquis, c'est ce que je veux dire. Merci, Bama. Il y a un Togolais, un participant togolais qui veut nous faire savoir ce qui se passe chez lui. Il s'agit de César. Oui, c'est César. Et voilà ce qu'il dit. Au Togo, les autorités ont aussi des mesures pour éviter les licenciements dans tous les secteurs, y compris le nôtre, c'est-à-dire le secteur des médias. Mais beaucoup de patrons de presse n'arrivent plus à payer leurs employés car certains, excusez-moi. Certains journaux. Oui, oui, oui. Beaucoup n'arrivent plus à payer leurs employés car certains journaux écrits n'ont pas pu réussir la mutation pour vendre leurs produits en format numérique. C'est une contribution très importante que nous apporte un participant togolais. Et il a évoqué un aspect très important de cette discussion. Les journaux ont dû, et les entreprises de presse ont dû réajuster pour survivre. Et ce que certains ont fait, c'est de muter pour vendre les produits en format numérique. Je ne sais pas si c'est une réalité chez vous, Monsieur Bama, que les journaux qui étaient des journaux papier ont décidé de faire des versions numériques pour survivre à cette crise. Je crois que c'est une question effectivement qui est très, très pertinente. Chez nous surtout, il faut déjà dire qu'avant le Covid, au niveau de la presse écrite, nous, on avait déjà ce problème même de survie qui était posé à travers un autre phénomène qui était déjà là, qui faisait déjà beaucoup de mal à la presse écrite. C'était ce phénomène qu'on appelle chez nous le piratage des journaux papier. Ça consiste à quoi? C'est-à-dire que vous paraissez le matin en version papier à 6 heures et déjà à 6h15, votre journal est déjà sur tous les réseaux sociaux en version scannée. C'est-à-dire qu'un seul individu va au coin de la rue, il paye un numéro, un exemplaire de votre journal, il le scanne avec son smartphone et puis il le balance dans son groupe WhatsApp ou son groupe, voilà, et ainsi de suite. Et c'est partagé de façon vraiment virale, si bien que le journal papier ne se vend plus. Et un journal comme Courrier Confidentiel où je travaille, qui a tout son revenu financier qui est en tout cas lié à la vente du journal papier. C'est-à-dire que pratiquement 80 à 90% des revenus de ce journal proviennent de la vente du journal papier. On n'a pas de publicité et les abonnés en ligne, c'est maintenant, et c'est là où ça touche la question que le participant pose. OK. Développer ça, mis à rude après
d'épreuve cette vente du papier. Que non seulement il y avait ce phénomène mental qui ont consisté à de localités du pays, on ne pouvait plus acheminer le journal dans certaines localités. Du coup, le journal ne pouvait plus se vendre dans certaines parties du pays. La vente en ligne. Et c'est on a développé beaucoup une plateforme où les abonnés peuvent en tout cas lire le journal sur une plateforme et sur laquelle ils ne peuvent que, en tout cas, consulter, lire et puis voilà, refermer. Et là, comme ça évite le partage de façon abusive du PDF aussi. Donc voilà un peu la situation chez nous pour dire que le problème qui est posé ici, c'est un problème qui est vraiment crucial. Et c'est la vie même, la survie, j'allais dire, de beaucoup de journaux qui est en jeu ici. Vous demandez à beaucoup de directeurs de publication des journaux, et surtout les journaux d'investigation, comme les périodiques comme Courrier Confidentiel, Le Reporter, Mutation, L'événement au Burkina, ils vous diront que c'est le problème qu'ils vivent, en tout cas de façon vraiment amère aujourd'hui. Et ça met vraiment. Allô? Allô, Lajibama? OK. Il y a Mama Jarou qui suit depuis le Niger et il veut faire une intervention. On passe à M. Jarou. Donc, ce que je disais, il revient. Oui. Oui, oui. Allô? Oui, oui. Voilà. Allez-y. Oui. Voilà. Allô? Oui, allez-y, M. Bama. OK. OK. Donc, j'avais fini, hein, je disais que c'est un problème qui est vraiment sérieux, qui est posé. Et il faut vraiment que les journaux papier surtout puissent trouver en tout cas une solution durable pour pouvoir y faire face. Autrement, c'est la suite de beaucoup de journaux qui est en jeu. Merci. Il y a une question ici. Un participant nigérien qui a envoyé ça. C'est Mohamed Taïrou Oumarou. J'ai perdu Mohamed Taïrou Oumarou, mais j'ai Maxime Kwame Domeni, aussi du Niger. Il y a une nouvelle loi sur la surveillance des communications au Niger qui fait craindre une dérive liberticide. Est-ce que le gouvernement a voulu profiter de ces temps de crise pour le faire passer? Est-ce que Mme Niandou est en mesure de répondre à cette question? Bon, je vais tenter de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est vrai que cette loi a été vraiment contestée. Avant déjà l'adoption de cette loi, il y a eu la loi l'année passée sur la cybercriminalité. Et déjà en ce moment, beaucoup de citoyens pensaient que cette loi est également une loi qui fait craindre aussi une dérive liberticide, parce que beaucoup d'activistes des réseaux sociaux ont été interpellés sous cette loi-là. Et voilà que la nouvelle loi sur l'interception des communications électroniques, et il faudrait rappeler le contexte dans lequel cette loi est arrivée. Cette loi est arrivée, ils disent, en tout cas pour ceux qui l'ont défendue, disent que c'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme que cette loi a été prise. Maintenant, c'est à l'épreuve des faits qu'on saura si cette loi vraiment fait craindre une dérive liberticide. Parce que beaucoup sont en train de se dire que cette loi est là juste pour pouvoir museler des voix qui sont contre, mais ce n'est qu'à l'épreuve des faits qu'on peut juger de ce fait-là.
Pour le moment, la loi est votée. Et moi, je pense que la réflexion que ça peut amener au niveau du secteur, c'est que déjà, il faudrait que nous puissions vraiment essayer de faire une lecture au fond de ces lois-là, en collaboration avec les juristes, en tout cas, susciter le débat sur ces deux lois-là. Moi, je parle des deux lois, la loi sur la liberté, sur la cybercriminalité et la loi sur la perception de l'information publique. Donc, il faudrait que nous, les acteurs du secteur, que nous puissions susciter le débat sur ces deux lois et voir comment la mise en œuvre de ces lois peuvent amener des dérives et comment faire en sorte qu'on puisse déjà, au niveau de la profession, éviter ces dérives. Donc, pour dire que le gouvernement a profité de ce temps de pandémie, je ne pense pas, parce que le Niger déjà avait eu toute une partie de son territoire, en tout cas pratiquement un tiers, hein, sinon 2/3 de son territoire qui était déjà sous mesure d'état d'urgence. La pandémie est venue mettre toute l'étendue du territoire sous état d'urgence. Donc, je ne pense pas que la pandémie soit le contexte, parce que la loi est prise dans le contexte antiterrorisme et le contexte de lutte contre l'insécurité. Je vais profiter, comme j'ai le micro, pour répondre à une question de M. Conté qui demande si les médias nigériens, je laisse la partie médias burkinabé à M. Bama, ont bénéficié de la révision des redevances de la part de l'État. Non. La seule redevance qui revient aux médias d'État, c'est la redevance ORTN sur l'électricité qui revient à l'ORTN et c'est juste cette redevance-là. Donc, c'est juste l'ORTN qui est le média d'État, le média public qui reçoit cette redevance. Il n'y a pas eu de redistribution de cette redevance au niveau des médias privés. Par contre, il y a le fonds d'aide à la presse qui existe et qui est attribué aux entreprises privées de presse. Voilà ma réponse par rapport à cette question. Monsieur Saïd, je vous renvoie la parole. Monsieur Saïd. Nous avons quelques 3 minutes pour terminer. Oui, oui. Mais nous avons en ligne monsieur Maman Jarou du Niger. Il veut apporter quelques précisions d'une minute. Allô, monsieur Jarou. Oui. Bonjour. Oui, oui, allô, Moïse. Oui. Bonjour. Bonjour. Ok. Merci. Je félicite nos trois conférenciers pour leur contribution, nos confrères, pour votre modération. Je pense qu'ils ont évoqué l'essentiel des préoccupations des médias, mais il faut préciser aussi que des efforts des médias, dans le cadre des efforts des organisations socio-professionnelles des médias pour l'accompagnement des professionnels et les structures, notamment sous l'égide de la Maison de la Presse pour le cas du Niger, a entrepris des échanges avec les autorités, particulièrement avec le Premier ministre, pour mettre en place un plan spécifique concernant les médias, d'accompagnement des médias. Je pense que ces échanges sont un peu poussés. Il y a un certain nombre de questions qui sont des recommandations qui ont été remises au
au Premier ministre nigérien et qui sont en discussion au niveau de son cabinet pour voir comment accompagner les journalistes nigériens. Mais il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué dans ces échanges, c'est la question de la difficulté qu'avaient eu les journalistes dans le traitement de l'information, particulièrement sur le COVID-19, du fait des fake news, de l'abondance des fake news. Ça a compliqué le travail du journaliste, puisque pour le cas du Niger, on a vu que certaines fausses nouvelles sont l'œuvre des agents de santé qui sont en désaccord peut-être avec les structures organisées au sein du comité qui gère la question du Covid. Ce qui a compliqué la tâche du journaliste. Dans le traditionnel, c'est que quand le journaliste est confronté à des fake news, à des fausses nouvelles, il va vers les professionnels de la question pour qu'ils puissent l'aider à comprendre et au-delà de lui, pour que les populations aient les vraies informations. Mais dans le cadre du Covid, on a vu la difficulté, c'est que des fois, les fausses nouvelles viennent des agents de santé, ce qui était extrêmement compliqué pour les journalistes de faire véritablement leur travail. Et pour le cas du Niger aussi, il y a eu là une sorte de canalisation de l'information. Tantôt, mon confrère du Burkina l'a dit, c'est une communication gouvernementale à travers les autorités en charge de la riposte de Covid-19. Mais pour le cas du Niger, tout a été centralisé et il faut que ce comité-là, à un certain moment, le ministre de la Santé a même dit officiellement devant la presse que le comité est lui son seul habilité à parler des questions de la Covid. Ça veut dire que là, il y a sans compter aussi la restriction, l'autocensure organisée par Oh, Jaru. Ouais. Jaru, vous êtes là? Bon, je vais passer à Monsieur Conté. Allô, Monsieur Conté? Allô, Monsieur Conté? Allô? Oui? Oui, Bonjour. je vais très... Oui, ça va? Oui, ça Bonjour. va. Bonjour. Vous avez 2 minutes pour faire votre intervention. Bon, je voudrais remercier le confrère du Sénégal, du Burkina Faso et du Niger là, pour leur contribution de qualité. Je voudrais juste rappeler que au niveau de notre pays, la Guinée, il y a eu beaucoup d'efforts de la part du pouvoir public là, pour essayer de supporter des médias dans cette période de Covid-19. Il faut reconnaître qu'il y a eu la révision des redevances que les radios et les téléprivés payent annuellement à l'État, alors que l'Union des radios, diffusion et télévision libres de la Guinée, qui est une organisation patronale, demandait leur annulation. L'État fait juste une révision de 25%, de 35% selon les cas. Et pour ce qui concerne la collecte de l'information, il faut reconnaître que ça relève du parcours du combattant ici, parce que le ministère de l'Information et de la Communication avait prévu de mettre en place un centre d'information. Le centre n'a pas encore vu le jour. Et puis, voilà, les journalistes sont obligés de se contenter des informations que la direction générale de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire donne chaque jour après le journal télévisé de 20h30 là. Et donc, les journalistes sont obligés de se contenter de cette information officielle. Ils n'ont aucune possibilité qu'il y ait une confrontation des sources d'information. On se contente de cette information, on la relaie comme telle, parce qu'il faut reconnaître aussi, contrairement à certains pays comme le Burkina, comme le Sénégal, et puis le Burkina, où il y a les laissés-passer pour les journalistes. Ici, les journalistes guinéens ne sont pas encore dotés de laissés-passer. Il y a des efforts qui sont en cours, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas un accompagnement spécifique aux entreprises de presse en cette période-là, parce qu'il faut reconnaître que l'État ne donne à la presse guinéenne qu'une subvention qui ne dépasse pas les 300 000 euros. Et si vous prenez aujourd'hui, il y a plus de 57 radios, vous avez plus de 200 journaux, vous avez plus de 305 sites.
Donc, ça ne représente rien. Je suis très heureux pour nos amis sénégalais parce que le président de la République a doublé la subvention accordée aux médias privés au Sénégal. Mais en Guinée, ce n'est pas le cas. C'est jusqu'à présent 300 000 euros. Ça fait juste 3 milliards de francs guinéens. Donc, le plan de riposte proposé par le gouvernement guinéen qui vaut plus de 1 000 milliards de francs guinéens, on a demandé à ce que l'État puisse prévoir les entreprises de presse privées dans ce budget-là. Il a été dit par le ministre du Budget que les entreprises de presse sont déjà prises en charge pour ce qui concerne l'annulation des paiements des factures des 3 premiers mois de la période de Covid-19, à savoir avril, mai, juin. Et ça, c'est une façon de la part de l'État d'accompagner les entreprises de presse en cette période et c'est aussi le paiement de la subvention. Je crois que cela n'est pas une réponse appropriée. Nous sommes en train de nous organiser avec les entreprises de presse parce qu'actuellement, aujourd'hui, il faut le connaître, il y a beaucoup d'entreprises de presse qui sont en train de compresser les personnels. Il y a d'autres qui ont été mis en congé technique. Donc, c'est franchement beaucoup de difficultés. Et en cette période-là, les journalistes des médias d'État et des médias privés ne sont pas traités sur le même pied d'égalité. Les journalistes des médias d'État ont tous accès aux sources d'informations officielles en cette période-là. Donc, quant aux journalistes des médias privés, il faut comprendre qu'ils ont énormément de difficultés pour avoir ces informations-là. Et pour ça, on s'est battu pour qu'il y ait la fin de croisement médias d'État, médias privés. Mais je crois que jusqu'à présent, c'est une triste réalité dans notre pays. Donc, franchement, les efforts sont en cours pour que l'État puisse faire face aux entreprises de presse. Mais j'avoue que les difficultés sont énormes. Donc, avec l'application de certains partenaires, comme la Fondation Rousseau et d'autres bonnes volontés là. Donc, il y a actuellement un dispositif qu'on est en train de mettre en place pour qu'il y ait des kits hygiéniques et alimentaires qu'on va accorder aux entreprises de presse. Il y a plus de 30 journalistes qui sont touchés par la maladie. Donc, ces gens vont bénéficier de ces accompagnements-là. Malgré l'absence des pouvoirs publics, donc les mécènes et certains bonnes voix des amis de la presse, à l'intérieur comme à l'extérieur, on est en train de s'organiser pour que les journalistes en cette période-là ne puissent pas lâcher prise, qu'ils continuent à faire leur travail, parce que s'ils abandonnent la partie, cela va servir les pouvoirs publics. Ils ne voudraient pas que les journalistes fouillent dans leurs affaires en cette période. Et surtout, il y a eu une odeur de corruption et de détournement des fonds que la Banque mondiale devrait accorder à l'État guinéen en cette période-là. Donc, c'est les journalistes qui ont fait des levées de lièvre-là. Il y a eu beaucoup de bruit. Et tout est rentré dans l'ordre. Le Premier ministre et la ministre de la Coopération ont fait la paix des braves. C'est grâce aux médias qui ont alerté qu'il y avait des velléités grandissantes de détournement de plus de 70 millions de dollars que la Banque mondiale a été sur le point d'accorder au pouvoir public pour accompagner les entreprises et le secteur privé dans cette période de Covid-19. Merci, Monsieur Conté. Monsieur Conté a appelé depuis Guinée-Conakry. Toutes mes excuses à Mohamed Taïrou. Toutes mes excuses à Mohamed Taïrou Oumarou qui a levé le main et qui voulait faire une intervention, mais malheureusement, nous n'avons pas de temps. Je vais revenir aux intervenants pour leurs derniers mots. Oui, quelles recommandations est-ce que vous faites au gouvernement et les autres acteurs dans le secteur des médias pour voir que les médias aient une relance pour pouvoir accompagner le développement de nos pays respectifs. D'abord, M. Domingo, 1 minute pour faire vos recommandations aux autorités en ce qui concerne ce que nous devons faire pour relancer le secteur des médias. Oui, je pense qu'il y a forcément des leçons à tirer, vraiment, disons, de la pandémie du coronavirus. Le mode de fonctionnement des médias au Sénégal doit fondamentalement changer. Je pense qu'avec le Covid-19, on n'a plus besoin vraiment de s'engloutiner dans des petits appartements comme cela, dans des rédactions avec des espaces vraiment amoindris. Je pense que le télétravail doit être une leçon vraiment à retenir. On n'a plus besoin vraiment de se déplacer pour aller travailler. Si ce n'est pas nécessaire, on peut rester chez soi et faire son travail. Je pense que c'est cette leçon-là qu'on peut retenir vraiment la gestion du Covid-19. Deuxièmement, les médias sénégalais ont un problème de transition vers le numérique. Vous voyez, nous avons 23 quotidiens au Sénégal, mais ces quotidiens-là
ont problème dans la production même d'une information de qualité. Parce que la presse en ligne, déjà, donne l'information la veille ou le jour même. Donc, 24 heures après, ils reviennent encore sur la même chose. Si bien qu'aujourd'hui, il y a moins de tirages, hein, donc parce que les journaux ne s'achètent pas, parce que simplement on ne donne pas assez de contenu aux lecteurs. C'est pourquoi donc, je pense qu'à partir vraiment de cette pandémie-là, les médias sénégalais doivent se tourner vers de nouvelles rédactions numériques, hein, vraiment qui vont donner des contenus, disons, auxquels je voulais vraiment insister, c'est voilà, les 3 tests de nos marchés. C'est-à-dire aujourd'hui, si on prend le marché du Sénégal, c'est combien de lecteurs? Voilà, nous sommes un pays de 16 millions d'habitants, mais un pays analphabète où ils sont majoritaires. Donc, je pense qu'à l'avenir, on doit pouvoir développer vraiment des synergies. C'est-à-dire que développer, disons, des retrouvailles entre groupes de presse, au niveau national d'abord, et au niveau de la sous-région et au niveau régional. Je pense qu'on doit se tourner vers cela. C'est-à-dire que ces micro-entreprises ne sont plus la solution vraiment pour le développement de la presse. On doit aller vers des regroupements, de grands regroupements au niveau national d'abord et au niveau régional et sous-régional. Je pense que c'est ça, c'est cette leçon vraiment qu'on doit tirer vraiment de cette pandémie. Et je pense que bon, les confrères de différents pays vraiment vont s'y atteler. Aujourd'hui, le numérique est incontournable. La presse à papier, on peut bien, disons, la maintenir, mais il n'y a plus d'avenir. Voilà, on est obligé vraiment de s'adapter aux nouvelles réalités. Merci, M. Mané. Monsieur Mané, vous proposez des conglomérats des médias maintenant en Afrique de l'Ouest, en Afrique. Merci. Je pense que c'est une idée très, très intéressante. Madame Nyandou. Allô, Madame Nyandou. Oui, quelle recommandation faites-vous? Oui, Monsieur Saïd, mes recommandations vont rejoindre en partie celles de Monsieur Manet. Je voudrais dire que cette pandémie nous offre l'opportunité de réinventer les médias. Réinventons nos organes, prenons, en tout cas, tirons la leçon sur le télétravail. On doit le capitaliser, mais pour des pays comme le nôtre, le télétravail a eu ses limites également, avec les coûts de connexion, le manque d'énergie. Nous sommes dans un pays où l'énergie manque, on est tout le temps dans des coupures d'électricité intempestives, tout ça, ce qui fait que la connexion Internet ne suit pas. Donc, le télétravail également a montré ses limites. Il faudrait que nous pensions à l'esprit de groupe. Je voudrais également faire une recommandation pour l'augmentation des subventions. Le fonds d'aide à la presse. Aujourd'hui, au Niger, nous avons un fonds d'aide à la presse de 200 millions. C'est insignifiant compte tenu du nombre d'organes. Rien que les organes, les télévisions, nous en avons une dizaine. Les radios, n'en parlons pas, près de 60. Nous avons également des journaux aussi, on a plus de 60 titres. Donc, le montant est très faible compte tenu de la pluralité des organes. Donc, je vais recommander que l'État du Niger rehausse le fonds d'aide à la presse et je vais recommander également que les conclusions des échanges sur l'accompagnement des médias face à la pandémie au Niger puissent vraiment être concrétisées pour que nous ayons un véritable plan d'urgence de relance de nos organes. Ma dernière recommandation va être à l'information, au niveau de l'information, et améliorons l'information sanitaire. Mané a dit que il y a eu un déficit sur ce plan-là. Effectivement, il y a un déficit. Je voudrais recommander que nos journalistes, en tout cas pas au Niger seulement, qu'ils se spécialisent pour faire de l'information sanitaire. Ça va éviter
les situations d'autocensure que nous avons observées, parce que c'est de l'autocensure. Quand tu ne sais pas parler d'un fait, comment est-ce que tu vas informer sur la question? Ça devient de l'autocensure automatiquement. Donc, je voudrais recommander que les journalistes se spécialisent sur des questions d'intérêt général. La santé, l'environnement, l'économie, nous avons besoin de journalistes spécialisés sur ces questions. Merci. Monsieur Saïd, j'en ai fini pour mes recommandations. Je passe à la Jibama pour les derniers mots. OK, merci. Déjà, avant de faire deux recommandations, je vais revenir sur la question des mesures prises par le chef d'État dont j'ai parlé tantôt dans mon intervention, en disant merci à mon confrère Ouba Boukari au passage qui a attiré mon attention sur le fait que j'ai omis de dire que dans ces mesures-là, le chef d'État avait promis une réduction de 50% de la subvention télé et TNT pour les télés et 50% aussi pour la subvention ARCEP pour les radios ici. Mais la presse écrite a été royalement oubliée. C'est peut-être ce à quoi est dû mon oubli parce que je n'ai pas du tout senti le chef de l'État dans la presse dans ces mesures. Donc, comme la presse écrite où moi j'ai aussi été oublié, c'est ce qui a peut-être expliqué mon oubli. Ceci dit, je tiens à prendre en tout cas à mon compte la première recommandation de la Conseil du Niger, c'est ce que j'avais en tout cas retenu comme leçon essentielle de cette lutte contre la COVID, notamment cette transition que cette pandémie est venue nous forcer la main à la limite pour en tout cas nous précipiter là-dedans, la transition vers le numérique. On n'a plus le choix. Cette pandémie est venue nous montrer à quel point nos supports papier ne sont plus viables. Le journal papier, il va falloir forcément nous en passer parce qu'on ne peut plus vivre de cette vieille, en tout cas, façon d'informer. Parce que non seulement elle ne nourrit plus le journaliste, parce que comme je vous l'ai dit, le journal papier, il est devenu tellement fragile en termes de commercialisation, il ne peut plus être commercialisé comme il se doit. Et aussi, cette maladie, avec, si je prends en compte ce que le confrère du Sénégal a dit, est venu montrer aussi que le papier peut être source de transmission de virus, pas qu'on dise, c'est une réalité. Mais ce n'est pas encore le cas. Si on s'en tient à la façon dont ce virus-là se propage, le papier peut être source de transmission de ce virus. Donc, pour nous dire qu'on n'a plus le choix que d'aller vers le numérique. Le numérique, c'est l'alternative qui nous reste. Il va falloir que les uns les autres s'asseyent, en tout cas pour réfléchir sur comment on va pouvoir, en tout cas, opérationnaliser cela, parce que ça va aller forcément avec un certain nombre de difficultés aussi, parce que dans un premier temps, les lecteurs que nous avons ne sont pas, en tout cas, en mesure de pouvoir tous s'abonner au numérique, parce que ça demande un certain nombre d'outils, notamment des cartes bancaires et tout ça, pour pouvoir payer en ligne et tout ça. Il faut qu'on pense à comment faire cette transition en amenant avec nous tous ces lecteurs-là qui n'ont pas forcément, qui sont souvent en brousse très reculée, qui ne peuvent pas avoir accès souvent même au net et tout ça. Donc, c'est vraiment un chantier énorme qui est là pour la presse. Il va falloir y réfléchir pour vraiment trouver la meilleure façon de l'aborder et puis pouvoir s'en sortir. Surtout, ça a l'avantage aussi de prendre en compte une partie importante aujourd'hui de la population qui est la jeunesse, qui ne lit plus nos journaux papier, qui sont très souvent sur les réseaux sociaux, qui sont sur les nets, qui sont carrément coupés de l'information que nous diffusons dans le papier. Ils n'ont plus le temps de lire le papier. Il faut qu'on puisse penser à ces jeunes-là qui sont aujourd'hui, en tout cas, les moteurs de changement. Tout changement aujourd'hui dans ce monde est porté par la jeunesse. Et si cette jeunesse n'est pas touchée par ce que nous faisons comme travail, c'est sûr qu'on passe à côté de notre objectif. Donc, voilà, moi, en tout cas, mon plaidoyer à la limite comme recommandation, que la presse puisse en tout cas réfléchir à comment amorcer cette transition vers le numérique et pouvoir avancer. Merci. Merci, Ladjibama. Merci à tous
les trois intervenants, M. Bakary Mané, Mme Amina Niandou, Ladji Bama, pour les diverses perspectives que vous avez apportées à ce sujet. Un sujet d'actualité, un sujet très intéressant. Je remercie aussi à nos participants pour avoir participé et pour leur fidélité. C'est la fin de cette édition, la deuxième édition de notre série sur le COVID-19 et les médias en Afrique de l'Ouest. La première a été tenue il y a une quinzaine et c'était en anglais pour l'espace anglophone de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est la deuxième et c'était aussi pour l'espace francophone. Dans une quinzaine, nous vous reviendrons encore avec une autre édition de ces sujets. Et nous vous remercions beaucoup pour votre fidélité. Merci et excellente journée à vous tous.